Considérez un chiffre qui dépasse les pertes humaines ou le nombre de missiles balistiques lancés dans une seule salve. Pensez à une masse physique, 50 000 tonnes. C'est le poids total des munitions qu'Israël a accumulées pendant des générations. Une montagne colossale de puissance létale constituée grâce à des milliards de dollars en achats militaires et à des décennies d'accords stratégiques avec les États-Unis. Cette réserve devait être l'ultime stock avancé d'armes au Moyen-Orient, une police d'assurance matérielle contre toute menace existentielle. Elle comprenait 50 000 tonnes d'obus d'artillerie hautement explosifs, de munitions à guidage de précision, de projectiles cinétiques pour chars, de bombes de mortier, de missiles anti-chars sophistiqués et d'armes avancées livrées par voie aérienne. C'était pas seulement du matériel, c'était la manifestation physique de chaque stratégie offensive que Tsahal avait déjà rédigée, de chaque périmètre défensif qu'elle était prête à tenir et de chaque scénario d'urgence qu'elle avait déjà simulé dans ses bunkers les plus secrets. Et en seulement 48 heures, tout cela avait disparu. La capacité n'avait pas simplement été réduite ou légèrement dégradée. Elle avait été complètement liquidée dans 15 frappes simultanées contre de grands dépôts. Toute l'architecture des munitions du front nord a été transformée en béton calciné et en explosions secondaires massives, si violentes qu'elles pouvaient être suivies par imagerie satellitaire commerciale, très haut au-dessus du territoire libanais. En 30 ans d'analyse du monde complexe de la logistique militaire, j'ai vu de nombreuses armées lutter contre des pénuries d'approvisionnement dans l'usure de campagne de longue durée. J'ai documenté et étudié les ondes de choc opérationnelles qui surviennent lorsqu'une ligne d'approvisionnement est perturbée à un niveau tactique, voire stratégique. Pourtant, en 3 décennies d'examen professionnel, je n'ai jamais vu une opération d'interdiction logistique menée avec la vitesse terrifiante, la précision absolue et le renseignement de ciblage chirurgical que les planificateurs iraniens ont démontré pendant ces 48 heures. C'était pas seulement une attaque conventionnelle contre le front nord. C'était une attaque contre le concept même de l'existence du front nord. Elle ne visait pas les soldats individuels postés dans les fortifications, mais l'ossature matérielle qui permet à ces soldats de fonctionner. Sans cette fondation, la puissance militaire est une illusion. 15 dépôts, 48 heures. Au matin du 3e jour, le front nord a fait un constat brutal. Ce théâtre, le plus lourd en ressources et le plus critique de la posture défensive d'Israël, avait vu ses réserves tomber sous le minimum absolu requis pour la défense, sans même parler des grandes manœuvres offensives que le commandement nord de Tsahal préparait depuis des mois. Les batteries d'artillerie, habituées à tirer des centaines d'obus chaque jour en appui aux troupes au sol, ont soudain été forcées de rationner leur cadence jusqu'à des chiffres à un seul chiffre. Les unités blindées, qui dépendent d'un flux continu de munitions pour maintenir leur rythme, se sont retrouvées à tenir le terrain seulement tant que le dernier obus dans leur char n'était pas dépensé. Les missions de l'armée de l'air israélienne qui nécessitaient des charges de précision particulières disponibles uniquement dans ces bunkers désormais détruits ont été annulées, puis retardées et finalement abandonnées complètement. Le front nord n'a pas perdu une bataille classique. Il n'a pas été contourné ni écrasé par une armée plus grande. Il a tout simplement été privé de la seule ressource dont une armée moderne a besoin pour survivre. Les munitions qui transforment une machine en arme, cela a été accompli par un ennemi qui savait exactement où chaque obus était stocké, quelle quantité se trouvait dans chaque bunker, et quels 15 points précis frappés pour éliminer 90% de la capacité de soutien du théâtre en un seul mouvement. Aujourd'hui, je vais détailler quelque chose de bien plus important que la destruction de 15 bâtiments. Voici le récit de la façon dont une force militaire largement considérée par tous les experts occidentaux comme l'une des puissances conventionnelles les plus élites de la planète a été rendue opérationnellement paralysée en seulement 2 jours. Nous allons examiner ce que la collecte de renseignements, les armes précises utilisées et le calendrier de cette campagne nous disent sur les années de préparation stratégique profonde que l'Iran a mené contre l'infrastructure israélienne. Au cours des 40 prochaines minutes, notre analyse sera guidée par 4 questions vitales. Premièrement, comment les forces iraniennes ont-elles localisé et frappé en même temps 15 dépôts de Tsahal lourdement fortifiés et dissimulés ?
Et que révèle cela sur l'ampleur de la compromission de la sécurité opérationnelle israélienne? Deuxièmement, quelle est la réalité viscérale pour un soldat, une équipe d'artillerie ou un pilote lorsque 50 000 tonnes de leurs sources vitales disparaissent? Et à quel moment précis une pénurie de munitions se transforme-t-elle en effondrement militaire total? Troisièmement, pourquoi le front nord s'est-il désintégré en 48 heures alors que tous les modèles israéliens et américains prévoyaient un délai de plusieurs semaines avant une telle défaillance? Cela nous mène à la vulnérabilité cachée d'une armée qui dépend de chaînes d'approvisionnement externes qu'elle ne peut plus atteindre. Enfin, lorsque les munitions ont disparu et que le front devient silencieux, que se passe-t-il ensuite? Qui entre dans ce vide de pouvoir? Et à quoi ressemble la carte du nord d'Israël après cette mort logistique? Regardons de près la conception opérationnelle de cette campagne de frappe contre les dépôts. Parce que l'aspect le plus terrifiant n'est pas la fumée ni le feu. C'est le renseignement qui l'a rendu possible. Les dépôts de munitions de Tsahal ne sont pas des structures évidentes. Ils comptent parmi les actifs les plus cachés et les mieux protégés de tout le pays. Leurs coordonnées sont gardées au plus haut niveau de sécurité et leur apparence extérieure est soigneusement camouflée pour se fondre dans le paysage naturel. Ils impliquent des excavations souterraines profondes, des empreintes de surface dispersées et des routes d'accès conçues pour être invisibles depuis les airs. La construction de ces sites a même été séquencée pour tromper l'analyse satellitaire pendant les phases de construction. Pendant des décennies, Tsahal a investi un capital immense pour s'assurer que ces dépôts soient impossibles à trouver, à atteindre ou à détruire. Pourtant, l'Iran a frappé les 15 simultanément. À mon avis professionnel, ce seul fait est la révélation la plus troublante de toute cette période de 48 heures. Même les missiles les plus avancés au monde sont inutiles sans des données de ciblage parfaitement exactes et à jour. Utiliser de vieilles données contre un bunker renforcé mène à un échec. Mais les images après frappe de ces sites montrent des impacts directs au centre de masse sur des points structurels critiques, des puits de ventilation, des portes blindées renforcées et des faiblesses précises dans la partie supérieure. Réussir cela exige plus qu'une simple carte. Il faut les plans d'ingénierie originaux des installations. Cela suggère un dossier de ciblage construit méticuleusement pendant des années et mis à jour en temps réel. L'exécution de cette campagne de 48 heures a été structurée en 3 fenêtres distinctes de destruction, chacune visant un niveau différent de la chaîne d'approvisionnement du front nord. La première fenêtre, de l'heure 0 à l'heure 8, s'est concentrée sur les principaux dépôts stratégiques. C'était le coup d'ouverture contre les 5 plus grands sites du pays, les immenses plaques tournantes régionales situées en Galilée et dans la vallée de Jezriel. Ces sites contenaient l'essentiel de cette réserve de 50 000 tonnes. Les frappes à cet endroit ont été les plus violentes et les plus exigeantes en ressources de toute l'opération. Chaque installation a été martelée par 10 à 8 à 26 impacts distincts conçus pour saturer les couches de protection renforcées. Les armes utilisées étaient un mélange calculé de missiles de croisière Caliber à ogives pénétrantes ainsi que de missiles balistiques Fatah 1 et Fateh, un 0 équipé de variantes capables de percer la terre. Cette combinaison était une leçon magistrale de planification opérationnelle. Les missiles de croisière volent bas en épousant le terrain pour éviter la détection radar, tandis que les missiles balistiques arrivent à des vitesses terminales extrêmes, fournissant la force cinétique nécessaire pour perforer des mètres de béton armés. En frappant la même cible avec différents profils de vol, les attaquants font en sorte qu'aucun système de défense unique ne puisse tout intercepter. Le résultat a été une série d'explosions secondaires sur 3 des 5 sites, tellement massives qu'elles ont été enregistrées comme des événements sismiques par les équipements régionaux de surveillance. Elles étaient à toute fin utile équivalentes à des détonations nucléaires tactiques dans leur rayon d'explosion immédiat, indiquant que les armes avaient réussi à atteindre les niveaux centraux de stockage. La deuxième fenêtre de frappe s'est déroulée entre l'heure 8 et l'heure 24, visant les 7 dépôts avancés opérationnels. Ce sont les installations situées plus près des lignes de front qui fournissent le réapprovisionnement immédiat aux unités au combat. Elles contiennent moins que les plaques tournantes stratégiques, mais elles sont plus sensibles au facteur temps. Ce sont les liens qui transforment une réserve nationale en puissance de feu active sur le champ de bataille.
En les détruisant, les attaquants ont éliminé la couche de distribution, garantissant que même si des munitions avaient survécu dans les grands centres, elles ne pourraient jamais atteindre les troupes. Ces frappes ont été programmées pour les heures précédant l'aube du deuxième jour, une période où les patrouilles aériennes israéliennes sont à leur niveau d'activité le plus bas. Ce choix de moment a démontré une connaissance intime des horaires de vol et des rythmes de patrouille de Tsahal, permettant aux missiles d'atteindre leur cible avec un risque minimal d'interception. Cela renforce l'idée que l'adversaire ne faisait pas que deviner. Il lisait le manuel opérationnel quotidien de Tsahal. La fenêtre finale, de l'heure 24 à l'heure 48, a peut être été la plus sophistiquée de toutes. Elle ne visait pas les munitions, mais l'infrastructure nécessaire pour les déplacer. Cela incluait les points de transfert, les zones de rassemblement des convois, l'équipement spécialisé de levage lourd pour les munitions, ainsi que les liaisons ferroviaires et routières. La logique est brutale, mais brillante. Une munition qui ne peut pas être transportée jusqu'à une arme est aussi inutile qu'une munition qui n'existe pas. À la fin de cette troisième phase, chaque couche de la logistique du front nord avait été démantelée. La réserve stratégique n'était plus qu'une série de cratères fumants. Le tampon avancé avait disparu et la capacité de déplacer tout ce qui restait avait été brisée. Ce calendrier 48 heures n'était pas un accident de vitesse. C'était l'ingénierie délibérée d'un effondrement total du système dans une fenêtre trop courte pour qu'une contre-mesure puisse prendre effet. Pour vraiment comprendre le poids de 50 000 tonnes, il faut le traduire en ce que cela signifie pour un soldat sur le terrain. Prenons un bataillon d'artillerie israélien utilisant des obusiers M109 Paladin. En appui actif, une seule batterie peut tirer environ 100 obus par heure. Le front nord compte 12 bataillons de ce type, totalisant environ 72 pièces d'artillerie. Dans des conditions de combat complètes, la consommation quotidienne du front nord serait d'environ 57 600 obus d'artillerie. Ces 50 000 tonnes représentaient près de 870 jours de tir soutenu. C'était la couverture de sécurité qui permettait à Tsahal de combattre sans jamais craindre une pénurie. Maintenant, cette couverture a disparu. Dans les 6 heures suivant les frappes, des ordres de rationnement ont été émis. À l'heure 36, les unités d'artillerie ont vu une baisse de 90% de leur feu autorisé. À l'heure 48, des batteries entières ont reçu l'ordre d'arrêter complètement de tirer parce qu'il n'y avait aucun moyen de leur fournir davantage d'obus. La situation des munitions aériennes à guidage de précision est encore plus grave. Les bombes planantes Spice, sur lesquelles l'armée de l'air israélienne s'appuie pour sa doctrine de frappe chirurgicale en profondeur, exigent des conditions d'entreposage très particulières qu'on ne trouve que dans les grands dépôts. La majorité de l'inventaire destiné au nord se trouvait dans ces 15 sites. Par conséquent, les missions prévues pour frapper les centres de commandement et les sites de lancement du Hezbollah ont dû être annulées parce que les bombes n'étaient tout simplement pas disponibles. La capacité de Tsahal à frapper préventivement ses ennemis a été effacée en un seul après-midi. Les divisions blindées font face à un compte à rebours similaire. Un char Merkava 4 transporte 48 obus. Dans un vrai combat, ils peuvent disparaître en quelques minutes. Sans dépôt avancé pour le réapprovisionner, un char qui tire toute sa charge devient simplement une pièce de métal immobile. L'épine dorsale offensive des forces terrestres est maintenant sur un compte à rebours vers zéro. Il en va de même pour les missiles anti-chars, essentiels à l'infanterie, qui défend le terrain accidenté du Nord. La plupart de ces missiles étaient concentrés dans les dépôts parce que le terrain favorise les opérations défensives anti-chars. Quand ces missiles ont brûlé, l'infanterie a perdu son principal moyen d'arrêter une avancée ennemie. Ce que nous voyons, c'est la transition d'une force offensive de classe mondiale vers une ligne défensive stationnaire et en dégradation, en l'espace de quelques jours. L'effondrement se produit si vite qu'aucun courage ne peut corriger les calculs. Il y a un point critique que les grands médias ratent souvent lorsqu'ils discutent du rôle américain dans cette affaire. Les États-Unis n'ont pas échoué à aider Israël par manque de volonté politique ou d'engagement envers l'Alliance. Ils ont échoué parce que l'environnement opérationnel créé par l'Iran rendait le réapprovisionnement physiquement impossible. C'est une distinction essentielle.
La façon standard dont les États-Unis envoient une aide d'urgence passe par l'aéroport Ben Gurion ou par les ports de Haïfa et d'Ashdod. Cependant, comme je l'ai déjà analysé, les frappes contre les dépôts ont été synchronisées avec des attaques contre ces plaques tournantes du transport. Au moment où Washington a réalisé que le front nord manquait cruellement de munitions, les portes du pays étaient déjà verrouillées. Les pistes de Ben Gurion étaient criblées de cratères. Haïfa et Ashdod étaient non opérationnels. Même les aérodromes militaires étaient hors service. Les ingénieurs américains estimaient qu'il faudrait au minimum 14 jours pour réparer une seule piste, en supposant qu'aucune nouvelle frappe ne survienne, un luxe qu'ils n'avaient pas. Les routes maritimes étaient bloquées par la même logique. Les méthodes improvisées comme les débarquements sur plage ou les transports par hélicoptère ne peuvent déplacer qu'une infime fraction de ce qui est nécessaire pour remplacer 50 000 tonnes. Le plan iranien a explicitement vaincu la réponse américaine avant même qu'elle ne commence. La séquence, les ports d'abord, les bases ensuite, les dépôts en troisième, était une stratégie délibérée pour s'assurer que l'infrastructure de réapprovisionnement soit morte au moment où le besoin deviendrait désespéré. Cela nous amène à une question fondamentale sur la nature de ce conflit, la différence entre l'autonomie et la dépendance. Tout l'appareil militaire iranien, les missiles, le renseignement, la base industrielle est construit à l'intérieur de ses propres frontières. Il est financé par sa propre économie et dirigé par son propre commandement. Ils n'avaient pas besoin de permission ni de pièces provenant d'une puissance extérieure pour exécuter cette campagne. Même s'ils coopèrent avec la Russie et la Chine, le cœur de leur puissance est souverain. La situation d'Israël est l'opposé structurel. Ces armes les plus sophistiquées proviennent d'usines américaines et sont soumises à l'approbation politique et à la logistique américaine. Les intercepteurs du dôme de fer sont fabriqués dans des co-entreprises qui exigent constamment des pièces américaines. Les F-35 ont besoin de logiciels et d'entretien de Lockheed Martin. En temps de paix, cela se gère. Dans une guerre de haute intensité où vos ports sont détruits et vos dépôts brûlent, cette dépendance devient une faille fatale. Les soldats israéliens ne perdent pas parce qu'ils sont mal entraînés. Ils perdent parce que le sol logistique a été coupé sous leurs pieds et que leur partenaire est opérationnellement empêché de les aider. C'est l'échec ultime du modèle de puissance emprunté. Les retombées stratégiques de cet effondrement sont énormes. Géographiquement, le front nord est la zone la plus sensible de la sécurité israélienne. C'est la porte vers le Liban et le plateau du Golan. Pour la première fois, si le Hezbollah décide d'avancer, il n'y a pas de force adéquatement armée pour l'arrêter. À Moscou, cela est vu comme une victoire contre l'influence américaine. La Russie a investi dans ses capacités précisément pour montrer que les garanties de sécurité américaines ne valent rien face à un ennemi sophistiqué qui sait bloquer le réapprovisionnement. Ce message résonne bien au-delà du Moyen-Orient. À Pékin, les planificateurs observent ce calendrier de 48 heures. Si un front peut s'effondrer aussi rapidement, cela change tous les calculs concernant les interventions américaines à l'échelle mondiale. Le monde voit émerger un modèle répétable. Un allié américain est frappé, le réapprovisionnement est bloqué et les porte-avions américains sont forcés de rester à distance. C'est un nouveau récit stratégique qui s'écrit en temps réel. Puis il y a le facteur énergétique. L'Iran a montré qu'il peut frapper n'importe quoi avec une précision chirurgicale. S'ils peuvent détruire 15 bunkers cachés en 2 jours, ils peuvent certainement fermer le détroit d'Ormuz. Chaque baril de pétrole dans le monde se déplace maintenant sous l'ombre de ces armes. Ce niveau de risque n'est pas encore reflété dans les marchés mondiaux. Mais lorsqu'il le sera, le choc sera profond. Le monde dans lequel nous entrons est un monde où les anciennes règles ne s'appliquent plus. L'hypothèse selon laquelle la technologie occidentale et la logistique américaine gagneront toujours a été testée et s'est révélée incorrecte dans cet environnement. Le front nord n'est pas tombé dans un dernier combat héroïque, il s'est éteint à cause de la réalité mécanique et silencieuse des réserves de munitions vides et des missions annulées. J'ai vu de nombreux tournants dans ma carrière, mais celui-ci est différent. C'était un plan préparé pendant des années, utilisant les bonnes armes contre les bonnes cibles au bon moment. C'était un chef-d'œuvre de destruction logistique.
La question maintenant est de savoir si Israël peut transférer des ressources du Sud assez rapidement pour combler le vide, ou si ce vide est déjà trop grand pour être refermé. Est-ce la fin de l'opération ou seulement la première phase d'une campagne visant à démanteler Tsahal morceau par morceau? Le prix de la sous-estimation d'un adversaire autonome a été payé au complet sur le front nord. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.